Alors bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent, que ce soit en live ou en différé. Je suis Mathieu Boskov, donc je suis étudiant à l'école de droit de la Sorbonne et responsable de l'antenne International Security and Defense de l'association Sorbonne pour l'Organisation des Nations Unies. Tout d'abord, je voudrais remercier nos deux intervenants qui ont accepté notre invitation, ainsi que toutes les personnes qui nous suivent pour cette première vidéoconférence. Alors l'association Sorbonne pour l'Organisation des Nations Unies est une association étudiante qui regroupe à peu près 250 membres actifs et 10 000 étudiants qui nous suivent, répartis sur les universités de Paris 1, Paris 3 et la désormais fusion de Paris 4 et de Paris 6. Le but de notre antenne en particulier est de promouvoir l'esprit de défense et de réfléchir sur celui-ci. La défense est quelque chose qui est très mobile et qui va avoir tendance à changer régulièrement en fonction des évolutions, qu'elles soient démographiques, technologiques, économiques. Une des évolutions les plus marquantes, en tout cas de ces dernières années, est en lien avec le cyberespace. Le cyberespace n'est pas quelque chose de nouveau, mais en tout cas, il prend un essor qui devient considérable, probablement parce que la cybersécurité est de plus en plus présente et qu'on est dans un monde qu'on qualifie souvent d'hyperconnecté. Pour traiter justement de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Alain Bouillet et Thierry Berthier. Monsieur Bouillet, vous êtes ancien responsable de la sécurité des systèmes d'information de JP Morgan, puis vous êtes devenu directeur de cette même sécurité, cette fois-ci au sein de la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, vous êtes délégué général du Club des experts de la sécurité, de l'information et du numérique. Monsieur Berthier, quant à vous, vous êtes enseignant-chercheur en mathématiques à l'Université de Limoges. Vos recherches portent sur le hacking, la prévision des attaques informatiques et sur les stratégies qui se portent à cette nouvelle forme de combat. Vous êtes également cofondateur de plusieurs sites et d'une entreprise dans le domaine de la cybersécurité. Nous allons nous intéresser dans un premier temps à la France, justement, par rapport au cyberespace, avant de se recentrer sur les problématiques de cybersécurité. Tout au long de la conférence, vous pourrez poser vos questions dans le chat et on en sélectionnera une ou deux à la fin de chaque partie qu'on posera justement à nos intervenants. Donc messieurs, si vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer. Peut-être d'abord par monsieur Bouillet. Quel est selon vous l'intérêt et la nécessité d'intégrer la cybersécurité dans la stratégie d'une entreprise et plus globalement de considérer le cyberespace dans les stratégies militaires d'un État? Vaste question, bonsoir à tous, même si je ne vous vois pas, c'est un petit peu perturbant, mais c'est comme faire une intervention sur une scène de théâtre où la salle est dans le noir, du coup. Votre question sur la stratégie cyber d'une entreprise, moi je l'ai vécu effectivement ces 10 dernières années où on a vu un mouvement extrême qu'on a appelé à tort, je pense, de digitalisation. Moi, j'appellerais plutôt ça d'informatisation à outrance, c'est-à-dire qu'on a à peu près automatisé et informatisé tout ce qu'on pouvait informatiser dans les entreprises, ce qui est très bien. Ce qui a augmenté l'efficacité globalement des entreprises et des gens qui y travaillent, qui pouvaient se consacrer probablement à des choses beaucoup plus intéressantes que des choses répétitives qu'ils faisaient avant. Tout ça, effectivement, s'est extrêmement développé sur les 5 dernières années et on a en effet beaucoup parlé de ces questions de digitalisation, de transformation des entreprises. Ce qui veut dire que, grosso modo, toutes les entreprises, ou presque, n'ont plus de capacité à effectuer le moindre acte de gestion, le moindre acte de commande de l'entreprise sans informatique. Et on le voit bien, vous allez, je ne sais pas, dans un bureau de poste et si vous voulez acheter des timbres, si l'informatique est en panne, la personne derrière le guichet ne saura pas vous vendre des timbres. Parce qu'effectivement, il lui faut un système informatique pour l'encaisser. Donc du coup, toute cette informatisation à outrance a entraîné évidemment pour
le monde des cyberattaquants, des portes d'entrée multiples, parce que par définition, plus on s'informatise et plus on se digitalise sur ces dernières années avec un recours massif à des solutions dans le cloud, eh bien, c'est autant de portes d'entrée dans l'entreprise. Le système d'information d'avant, il était grosso modo concentré autour d'un data center autour duquel on avait bâti quelques murailles. Il suffisait de défendre le château fort, et je dirais que le métier de responsable sécurité que j'étais à l'époque était rétrospectivement assez simple. Il suffisait d'empêcher les gens de rentrer et on avait à peu près, je dirais, la maîtrise du système d'information. Là, vous avez un système d'information dans les entreprises qui est complètement éclaté. Alors, vous avez quelques résidus encore dans les data centers, des entreprises, mais vous avez la plupart des systèmes qui sont dans les clouds, et on compte par dizaines, voire par centaines, les fournisseurs de cloud dans une entreprise normalement constituée qui a externalisé là la paye, là la gestion des ressources humaines, là la compta, là la gestion client, etc. Tout ça, ça correspond à des services, plus les services de cœur métier évidemment, ça correspond à des services qui étaient en gros bien au chaud dans les data centers et qui n'avaient pas a priori à être exposés sur Internet, contrairement aux banques qui avaient depuis longtemps exposé leur banque en ligne, par exemple, depuis plusieurs décennies. Là, les entreprises qui effectivement se sont informatisées comme ça ont vu une exposition exacerbée de leurs données, donc des portes d'entrée multiples. Du coup, plus les entreprises se sont transformées de la sorte, plus elles ont ouvert les portes et les fenêtres, et plus les cyberattaquants s'y sont engouffrés. Et du coup, la moindre cyberattaque aujourd'hui, alors on parlera du Covid un petit peu plus tard, mais la moindre cyberattaque aujourd'hui peut avoir un effet désastreux sur le fonctionnement de l'entreprise. Vous regardez les derniers événements, que ce soit Bouygues Construction pour ne pas les nommer, ou d'autres un peu plus anciens chez Saint-Gobain par exemple, mais j'en ai des dizaines d'autres, des exemples comme ça. Un clic malheureux d'un utilisateur imprudent, et c'est l'ensemble de l'entreprise qui est paralysée. Donc on a du mal à se rendre compte effectivement que finalement, et sans aucune comparaison avec le Covid, mais qu'un malware qui va rentrer effectivement sur le réseau de l'entreprise peut avoir des conséquences aussi dramatiques. Ça veut dire que toute l'entreprise est sur alors des réseaux qui ne sont pas toujours suffisamment cloisonnés, mais qui peuvent en effet être totalement paralysés par rapport à une cyberattaque. Alors, je terminerai sur un point, c'est cette dépendance à l'informatique et au digital a été, à mon goût, un peu trop concentrée sur des solutions a priori d'origine américaine, peut-être chinoise demain, mais je ne sais pas si avec les masques, l'expérience des masques, on aura envie d'être aussi dépendant pour l'informatique avec les Chinois. Mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve effectivement dans une situation où les entreprises sont non seulement dépendantes à leur informatique, mais dépendantes de quelques fournisseurs finalement, qui se comptent sur les doigts d'une main. Je veux parler des GAFAM, et on peut retirer plusieurs lettres à cet acronyme, puisque on va plutôt parler de Google, d'Amazon et de Microsoft, sachant que je mets Facebook et Apple un peu de côté, puisqu'ils sont un peu moins présents sur le marché, on va dire, des grandes entreprises. Mais vous prenez Google, Microsoft et Amazon aujourd'hui, et vous avez en gros 90% de la ressource informatique des grandes entreprises mondiales. Donc, vous voyez ce qui se passe en ce moment, enfin, si vous regardez le best-of des boulettes de M. Trump tous les soirs au petit journal. Bon, il y a de quoi être inquiet, pour être sérieux 30 secondes, sur la conséquence que pourrait avoir une extrême crise aux États-Unis, et on en prend le chemin,
et où le président des États-Unis dit American First, et on va réquisitionner effectivement les ressources des fournisseurs informatiques, les GAFAM, pour les Américains d'abord, et on verra si on sert le reste du monde ensuite. Imaginez 30 secondes la conséquence que pourrait avoir une décision pareille. Donc on est dans cette situation-là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est à la fois à la merci des cyberattaquants, qui sont de plus en plus nombreux, qui sont de plus en plus, comment dirais-je, organisés, mais qui ont aussi une surface d'attaque beaucoup plus importante qu'avant, une aire de jeu, j'oserais dire, beaucoup plus importante qu'avant. Et puis, d'un autre côté, du côté géopolitique, une situation d'extrême dépendance de l'informatique et de quelques fournisseurs, encore une fois, américains. Je n'ai rien contre les Américains, j'y passe toutes mes vacances, mais je pense qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une situation plus que préoccupante. D'accord, très bien. Monsieur Berti, peut-être quelque chose à rajouter, ou sinon je pourrais peut-être préciser un peu plus la question en fonction justement de ce qu'a dit Monsieur Bouillet. Par rapport justement à ces cyberattaquants, on observe de plus en plus que les États ont une implication justement dans le cyberespace. On a vu par exemple l'année dernière la création d'un commandement militaire du cyberespace entre guillemets indépendant. Est-ce que justement vous pensez que l'État s'implique suffisamment dans l'information, notamment à ces entreprises stratégiques, de la nécessaire défense sur ces sujets-là de la sécurité informatique? Est-ce que vous pensez justement que l'État aide trop peu les entreprises à prendre conscience d'une risque d'une part et à leur apporter des solutions fiables, qu'elles soient françaises ou européennes, peut-être que ce serait une solution à ces menaces qui peuvent venir aussi bien de Chine que des États-Unis que... Alors, d'abord, bonjour. Oui, beaucoup de choses ont été dites par M. Bouillet juste avant. Je souscris parfaitement à tout ce qui a été dit. On est aligné exactement sur la même position. Alors, sur votre question concernant est-ce que l'État français fait les choses, il faut déjà savoir qu'on est, depuis 10 ans, l'État français s'est doté d'une agence qui est l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a pour mission principale de protéger les infrastructures critiques civiles françaises, c'est-à-dire les OIV, les organismes d'infrastructures vitales et les opérateurs vitaux. Et donc cette agence fonctionne très bien depuis 10 ans. Et alors on ne le voit pas directement parce que son rôle finalement c'est d'éviter les attaques et puis aussi d'aider les grosses structures à éviter ces attaques ou à les remédier. Donc on ne voit finalement son activité et son efficacité que par l'absence d'attaques. Alors quand est-ce qu'on le voit de manière plus prononcée? C'est quand justement il y a une attaque mondiale comme ce qu'on a pu avoir dans les années 2017-2018, des grandes vagues d'attaques comme WannaCry ou autres, où on a pu comparer, c'était des attaques mondiales, pays par pays, comment était impacté chaque pays, chaque grande infrastructure. Il se trouve qu'en France, on a bien résisté sur ce type d'attaque, notamment parce que l'ANSSI fait du travail très intéressant à ce niveau-là. Et donc, on ne peut pas dire qu'on est en retard en France, puisque cette agence existe et est très efficace sur les grands acteurs. Après, sur les PME, sur les entreprises qui ne sont pas forcément des infrastructures critiques et qui ne rentrent pas sous le bouclier de l'ANSSI, là, il y a encore du travail à faire, bien que les collectivités territoriales soient aujourd'hui très impliquées et ont pris conscience quand même depuis quelques années du risque cyber. Je pense que tout le monde en France a compris qu'une cyberattaque, ça peut tuer une PME. On a plein d'exemples, une fraude informatique, une fraude au président. Il y a 2-3 ans, ça a tué un certain nombre de PME, des PME où il y avait 80 personnes qui se sont retrouvées à l'arrêt, en liquidation, suite à des arnaques de type faux virement, où la comptable avait effectué 1,6 million d'euros de faux virement. Donc voilà, directement, une attaque informatique, ça peut avoir des effets humains très directs, avec 80 personnes au chômage, avec des tentatives de suicide derrière pour la personne qui était impliquée, etc. Des enquêtes aussi pénales derrière. Donc voilà. Donc en France, je pense qu'on n'est pas les plus mal lotis au niveau international.
Sur le volet militaire, alors c'est pas l'ANSSI qui intervient, mais il y a un commandement, il y a un ComCyber qui est très efficace. Il faut se dire que si ces deux entités-là n'existaient pas, rien ne fonctionnerait. C'est-à-dire que les intérêts stratégiques militaires français seraient à plat 24 heures sur 24, et puis les grandes entreprises, les OIV, seraient aussi à plat 24 heures sur 24. Il faut quand même être conscient de ça. Alors tous ces grands acteurs ont leur propre système d'information, leur propre sécurité mise en place, mais ils sont aussi aidés par ces structures. Et là, pour le coup, l'État a un rôle positif. Il faut être honnête par rapport à l'investissement, le retour sur investissement de la création de l'ANSSI. D'accord, très bien. Peut-être une question du coup qui me vient à l'esprit quand vous évoquez ces deux sujets-là. Au niveau justement du développement de ces institutions, si on peut dire, là, entre le ComCyber et l'ANSSI Load, et plus globalement de tous les systèmes qui en France vont permettre de protéger voilà, sur ce nouvel espace qu'est le monde cyber. Est-ce qu'il y a une bonne connexion qui est faite au niveau de l'innovation, j'entends, entre d'une part le monde privé et d'autre part l'entité plus publique, que ce soit l'ANSSI directement ou comme cyber? Est-ce qu'il y a des initiatives comme on peut retrouver par exemple dans le domaine de l'armement, avec le Cercle de l'Arbalète par exemple, qui regroupe l'ensemble des entreprises qui travaillent avec et au service des unités de forces spéciales? Est-ce qu'on retrouve ce même genre d'initiative entre l'État et des entreprises plus ou moins grandes françaises? Je ne sais pas à qui s'adresse la question. Est-ce que c'est M. Bouillet? Comme bon vous semble. Allez-y Thierry. Alors, moi j'ai envie de dire oui. Tout ce qui touche au domaine de l'armement, aux militaires, vous avez la DGA, la Délégation Générale de l'Armement, avec un pôle cyber qui a été créé en Bretagne. Donc c'est un peu, vous voyez, la Bretagne, c'est un peu la capitale française de tout ce qui est cybersécurité et cyberdéfense. Ils ont réussi ce tour de force à vraiment à concentrer un cluster à la fois militaire, civil, avec des startups, avec des grandes entreprises. Donc la DGA, oui, a ce rôle aussi. L'ANSSI a ses propres services de recherche. Il y a tout un service technique avec des gens qui sont très très forts à l'intérieur. Et puis il y a la porosité, heureusement, il y a des incubateurs qui fonctionnent en bonne intelligence avec l'ANSSI, avec les incubateurs régionaux, etc., et de la cybersécurité. Les grands acteurs industriels comme Thales, par exemple, ou Airbus ou Dassault sont partie prenante dans la création d'écosystèmes qui va les relier à des startups, à des laboratoires de recherche. Voilà, oui, heureusement que ça s'est mis en place depuis un certain nombre d'années quand même. On n'est pas au début de la cybersécurité. Je dirais peut-être pour compléter, il y a un chantier qui est en cours qui s'appelle le Cybercampus. Et on y contribue au Césin parce qu'effectivement on est intéressé par ce projet qui va consister, alors probablement quelque chose qui sera proche de Paris, mais de reproduire un petit peu ce que vous venez de décrire sur la Bretagne et peut-être davantage d'ailleurs de reproduire ce que notre président avait visité quand il était allé en Israël à Beersheba, où là on a ce cocktail de start-up, d'universités, de grandes entreprises et d'investisseurs surtout. Et tout ce creuset en fait qui fonctionne à merveille en Israël avec des tonnes d'ingrédients qui ne sont pas reproductibles en France, c'est sûr. Hein, on n'a pas un service militaire, nous, par exemple, qui va aller former en effet des futurs génies de la cybersécurité, comme c'est le cas en Israël. Mais on a plein d'autres ingrédients qui peuvent fonctionner. Et effectivement, ce cybercampus devrait voir le jour en début 2021. Et là, c'est quelque chose qui nous semble en effet aller dans le bon sens, parce qu'on voit bien que toutes ces initiatives, qu'elles soient au niveau des startups, au niveau des entreprises, au niveau
des investissements, tout ça se fait de manière peut-être un petit peu trop déconnectée. Et du coup, l'idée de mettre tout le monde, enfin comme ça a été déjà le cas à Rennes, mais le fait de mettre tout le monde au même endroit va probablement permettre en effet de booster un petit peu tout ça. Je voudrais juste, pardon pour l'esprit d'escalier, mais je voudrais peut-être revenir sur la question de la stratégie militaire. Il ne faut pas oublier que les entreprises, elles ne sont pas autorisées. Nous, on est juste autorisés, enfin quand je dis nous, je représente les entreprises qui ont un patrimoine informationnel à protéger. Nous, on est juste habilités à protéger notre patrimoine. On est habilité à effectivement mettre en place tout ce qui va bien pour empêcher les cyberattaquants de rentrer. Mais on n'est pas habilité pour leur courir après. Et on n'est pas habilité pour les attaquer en retour. Ça, c'est le boulot de la gendarmerie, c'est le boulot de la police, c'est le boulot de l'armée. Donc, tout ce qu'a décrit M. Berthier, effectivement, sur cette organisation militaire cyber, puisqu'on est quasiment maintenant avec un corps militaire supplémentaire, hein, après la mer, la terre et l'air, on a le cyber. Et du coup, il faut absolument que ce système fonctionne, parce qu'il y a un moment donné, effectivement, on ne peut pas, nous, que se défendre. Enfin, il faut bien que, même si c'est compliqué d'attraper les attaquants, on y arrive quand même, les gendarmes y arrivent quand même, et c'est indispensable qu'on ait ce mode de fonctionnement, et à mon avis, ce serait une très mauvaise idée de donner aux entreprises la capacité d'attaquer ses adversaires, parce que alors là, on rentrerait dans le monde du Far West. Oui. Bon, ce serait un petit peu un retour de la piraterie, entre guillemets, ou quelque sorte des corsaires. Très bien. Peut-être justement sur cette question-là de l'implication de la gendarmerie et de la possibilité de rechercher les personnes qui justement utilisent le cyber pour mener des attaques, ce genre d'action. Est-ce que le fait que les VPN d'un côté, que les messageries cryptées, que voilà, tous ces éléments qui permettent de protéger entre guillemets l'identité et d'anonymiser en quelque sorte sur Internet, est-ce que le fait que ces technologies-là se répandent de plus en plus pose un problème ou pourrait poser un problème dans les années à venir à la gendarmerie justement qui, comme vous l'avez, et l'armée, comme vous l'avez rappelé, essaie de défendre nos intérêts et les intérêts des entreprises françaises. Peut-être M. Berthier dessus. Alors, c'est sûr que d'abord il y a un certain nombre de principes systémiques. Hein. C'est qu'on est depuis le début de l'insécurité informatique. La sécurité informatique est née avec le début de l'informatique. La première cyberattaque, c'est dans les années 60. Donc ça ne s'est jamais arrêté. Évidemment, le niveau des attaques a complètement suivi les technologies. Et donc aujourd'hui, on a de l'informatique en 2020, et donc des attaques qui vont avec le niveau technologique de l'année 2020. Donc ça veut dire qu'on a une course aux armements complète entre l'attaquant et l'attaqué, avec quand même parfois un petit avantage parfois à l'attaquant, parce que le défenseur doit protéger son infrastructure, son périmètre, etc., doit déployer beaucoup de force, par rapport à un attaquant qui, lui, a de plus en plus d'objets sur étagère et a à sa disposition, alors soit gratuitement, soit moyennant finance, des outils qui sont aussi... Enfin, il y a une dissémination des outils d'attaque qu'on ne voit pas dans l'armement classique, hein, heureusement. C'est-à-dire aujourd'hui, vous voulez aller chercher une torpille, c'est quand même difficile d'acheter une torpille marine quand vous êtes un délinquant, quoi, hein, c'est compliqué. Pour la cyber, c'est différent. Il y a une vraie dissémination d'armements cyber, c'est-à-dire d'outils d'intrusion, d'outils pour pénétrer dans un système, d'outils furtifs, etc. Et l'avantage-là, il existe. Et donc, les outils de privacy, qui sont au départ faits pour chacun pour conserver un peu son anonymat en ligne, ben oui, ils sont utilisés aussi par la cybercriminalité
Et effectivement, ça peut poser problème quand on utilise des outils de chiffrement robustes, quand les gens qui ont des choses à se reprocher mettent ça en place. C'est sûr que c'est moins facile à casser derrière bah oui, c'est plus compliqué. Donc après, heureusement, il y a d'autres méthodes entre un point A et un point B. Si on ne peut pas casser le cryptosystème qui est entre les deux, on peut aller en amont du point A, en amont du point B et obtenir certaines choses. Mais oui, c'est compliqué. Hein, et les choses se compliquent de plus en plus. Et c'est une vraie course aux armements entre la défense et l'attaquant. Et l'intelligence artificielle est en train de multiplier par 10 d'un seul coup. On a un saut de puissance et puis un vrai gap avec les outils de machine learning qui arrivent à la fois pour l'attaquant, mais aussi pour la défense, et heureusement pour la défense aussi. D'accord. Monsieur Bouillet, peut-être quelque chose à rajouter? Sans faire trop de parallèles avec, encore une fois, la crise sanitaire actuelle, mais vous avez aussi un autre phénomène qui est enfin, j'allais dire intéressant, je ne sais pas si c'était le bon mot, c'est le fait qu'on peut avoir en effet, comme avec les virus classiques, des laboratoires qui laissent fuiter leur recherche en la matière. Et là, je veux parler d'agences américaines qui, dans les années 2015-16 par là, ont laissé fuir, je dirais, des souches virales dont un certain nombre de cyberattaquants, alors plutôt du côté de l'Est, se sont emparés au départ les Russes pour attaquer les Ukrainiens. Et puis tout ça, effectivement, s'est gentiment répandu par ce que vient de décrire M. Berthier. Et du coup, on se retrouve dans des... Bon, alors, encore une fois, il faut raison garder parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes conséquences en termes sanitaires, mais on voit bien cette similitude finalement quand on a appelé les virus informatiques des virus. Voilà, c'était pas aussi anodin que ça, parce qu'on se rend compte que finalement, quand vous avez la NSA qui découvre une faille, mais qui prévient pas l'éditeur de cette faille et qui la garde au chaud en se disant ça peut peut-être servir pour une future attaque, pour pouvoir écouter tel ou tel pays ou tel pour pouvoir espionner mieux telle ou telle industrie, et qu'on n'est pas fichu, même en s'appelant la NSA, de garder au chaud ses secrets, on voit bien que voilà, on voit qu'il y a des gens qui jouent avec le feu et qui finissent par se brûler. Donc, je ne sais pas ce que les labos ont en termes souches virales informatiques. Je ne sais pas ce qu'ils ont en magasin, mais en tout cas, ils ont intérêt à bien protéger leur magasin. D'accord, très bien. Alors, juste sur cet élément-là, justement, vous avez évoqué la surveillance justement qui peut découler, que ce soit américaine ou autre, à partir des failles qui sont laissées dans les logiciels ou directement sur les périphériques, justement. Je pense qu'on reviendra sur ça dans la deuxième partie. Peut-être juste pour conclure justement cette première partie, moi j'aurais une question et j'ai vu qu'elle a été posée également. Quand on évoque l'intelligence artificielle, on sait que globalement le monde est en train de prendre conscience que l'intelligence artificielle est en train de se développer et va représenter potentiellement un des tournants les plus importants, selon certains, même depuis l'invention de l'imprimerie, voire de l'écriture. Est-ce que justement ce développement de l'intelligence artificielle est bien considéré en France? Est-ce qu'au final on n'a pas une vision qui est peut-être trop craintive comparée à d'autres pays qui voient la panacée? Et d'autre part, toujours sur cette intelligence artificielle, est-ce que le fait que demain, imaginons, on ait des programmes d'intelligence artificielle qui assurent le boulot qui est aujourd'hui fait par des ingénieurs ou des techniciens en informatique et en cybersécurité, est-ce que justement ça ne représente pas un risque pour l'employabilité dans ce domaine-là? Est-ce que c'est un secteur d'avenir où on va avoir un besoin croissant de techniciens et d'ingénieurs informatiques, ou est-ce qu'au contraire l'arrivée de l'IA va mettre un terme à la croissance de ce domaine en termes de nombre d'employés de ce domaine-là?
Peut-être Monsieur Berthier, quand vous aviez évoqué l'IA. Oui, alors d'abord le fantasme que l'IA va tuer immédiatement tous les emplois en cyber, faut tout de suite le balayer parce que c'est pas le cas du tout. Au contraire, hein, aujourd'hui vous avez une pénurie de RH de talents en cybersécurité qui est française mais qui est européenne et qui est mondiale. Au niveau de l'Europe, c'est 200 000 ingénieurs. Il manque 200 000 ingénieurs en cybersécurité, cyberdéfense en Europe, dans les pays européens. Voilà, avec des différences selon les pays. Aujourd'hui, un jeune ingénieur qui sort ingénieur avec une double compétence data science, donc compétence de data scientist, doublée d'un peu de compétences en cybersécurité, il peut mettre son CV sur Internet. Dans les 24 heures, il aura 200 ou 300 offres d'entretien. Voilà un petit peu où est-ce qu'on se situe. Alors l'IA, elle est arrivée, elle n'arrive pas aujourd'hui, hein, mais les techniques de machine learning ont été introduites il y a presque 7 ou 8 ans dans les solutions de cybersécurité, avec plus ou moins de réussite à l'époque. Aujourd'hui, toutes les solutions qui font de la supervision réseau, c'est-à-dire vous êtes une entreprise et vous installez sur votre système d'information un outil qui va superviser les événements. Et ben, toutes ces solutions modernes, celles qui sont développées par IBM, par Splunk, ou par des sociétés françaises comme iTrust, comme Centrio ou comme d'autres, ces solutions-là embarquent de l'apprentissage statistique, du machine learning, pour pouvoir détecter des menaces très en amont de la menace. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas comme un antivirus classique. Un antivirus classique sur votre machine, et ben, l'antivirus va réagir à des virus connus. Il faudra que la signature du virus soit dans la base. Il faudra que vous ayez fait la mise à jour de votre antivirus pour que, quand vous allez sur un site malveillant, eh bien, il y a une réaction d'antivirus. Si c'est un virus nouveau, l'antivirus va être incapable de le détecter si le virus est un peu furtif, ou si c'est un malware ou une attaque. Alors que l'approche, grâce à l'approche User Behavior Analytics, c'est-à-dire l'approche qui est utilisée par le machine learning, elle permet de détecter des attaques qui sont inédites. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Il y a quelques années, Snowden a été, avant que l'affaire Snowden éclate, il avait techniquement exfiltré de la donnée depuis là où il travaillait, et ça a levé aucune alerte. C'est-à-dire qu'il a pu récupérer de la donnée sur des supports, ramener ça chez lui, et ensuite diffuser ces données qui étaient des données secrètes américaines. Ça, aujourd'hui, ce ne serait pas possible. Grâce à l'IA notamment, techniquement, le système que vous installez va avoir une phase d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il va apprendre le fonctionnement du réseau pendant 2 semaines, 3 semaines. Il va être là en fixe et il va regarder comment fonctionne le réseau d'une entreprise ou d'une administration. Et puis, quand il va rentrer en phase de production, il aura des modèles internes pour dire, voilà, ça c'est un fonctionnement normal et ça c'est une attitude anormale, et des composants du réseau. C'est-à-dire composants du réseau, dedans vous avez les serveurs, les ordinateurs, les routeurs, le soft, le hardware, les imprimantes, les scanners, mais aussi toute l'IoT qui va être branchée, les tablettes, les téléphones, etc. Et comme composante aussi les humains. C'est-à-dire que les opérateurs qui sont derrière, tous les utilisateurs, de la secrétaire, du secrétaire jusqu'au grand directeur ou à la directrice de la société. Donc voilà, ça, ce sont des composants du système, au même titre que l'ordinateur. Et donc, le système de supervision réseau va apprendre le fonctionnement normal de cet ensemble, et ensuite va être en mesure de détecter statistiquement des séquences anormales. Typiquement, faire Snowden, ben voilà, quand vous avez quelqu'un qui se met à exfiltrer de la donnée, à télécharger de la donnée, à récupérer beaucoup de données, des volumes de données à des heures. Donc on va regarder si le gars attend 19h30 pour récupérer de la donnée, etc. Ça va être des micro-événements qui vont former une alerte globale. C'est-à-dire qu'on va récupérer tous les événements dans un entonnoir, et puis on va récupérer des milliards d'événements qui traversent le système d'information, tous les événements, et puis les systèmes de machine learning vont sortir 10 événements à la sortie de l'entonnoir qui sont significatifs d'une pré-attaque ou du début d'une attaque. Voilà un peu le principe, l'apport de l'IA en cybersécurité. Ça, c'est du côté de la défense. Et du côté de l'attaquant,
peut lui aussi utiliser des techniques de machine learning aujourd'hui pour latéraliser ses attaques, pour les industrialiser, pour faire ce qu'on appelait l'ingénierie sociale, pour la faire de manière industrielle aujourd'hui, est beaucoup plus rentable et beaucoup plus accessible avec des outils de machine learning, des outils de datation. Pour ça, on est encore dans cette course aux armements entre l'attaquant et l'attaqué. D'accord, très bien. Très bien. Monsieur Bouillot, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, ce que je peux peut-être rajouter, c'est que effectivement, quand on regarde un petit peu l'approche sécurité d'une entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, l'entreprise? Elle fait de la prévention. C'est-à-dire qu'elle sensibilise les utilisateurs, elle forme ses informaticiens pour développer du code sécurisé. Enfin bref, elle fait des tonnes d'actions en amont. Ça ne suffit pas, il faut faire de la protection. Donc là, vous déployez les antivirus, les tonnes d'outils qui existent, les pare-feux, etc. Enfin, tout ce qui va servir à protéger votre système d'information. Et puis ça ne suffit pas, parce qu'on sait que les attaques réussissent, ça veut dire qu'elles ont passé déjà ces deux barrières-là, les barrières de prévention et les barrières de protection. Et donc on est dans les problématiques de détection ensuite. Est-ce qu'on est capable de détecter à temps qu'un ransomware est en train de chiffrer la moitié de votre patrimoine informationnel? Quand vous avez des catastrophes comme celles que j'ai citées tout à l'heure, chez Bouygues Construction ou chez Saint-Gobain ou d'autres, je ne veux pas les blâmer, là, pardon, excusez-moi. Pas de souci. Les RSSI de ces boîtes-là sont des amis, mais en fait, c'est un défaut de réaction, c'est-à-dire qu'on n'a pas réagi suffisamment tôt à quelque chose d'anormal qui était en train de se passer sur le réseau et qui avait passé toutes les barrières dont j'ai parlé tout à l'heure. D'où, effectivement, plus on va ouvrir le système d'information, et je reviens tout à l'heure à mon cloud et à mes dizaines, centaines parfois de services dans le cloud que les utilisateurs utilisent, ça veut dire que vous avez des milliards d'informations qui circulent dans tous les sens dans une entreprise, on va dire, normale, et parmi ces milliards de connexions, de liens, de flux, eh bien, effectivement, il peut y avoir quelque chose d'anormal qu'un être humain et que tout outil de détection classique est incapable aujourd'hui de détecter. Donc, ce que décrit effectivement M. Berthier, c'est tout à fait ça va avec tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire l'informatisation à outrance, les services informatiques à outrance sur le cloud nécessitent de surveiller davantage finalement ce que fait l'utilisateur avec le navigateur qu'on lui met entre les mains. Et du coup, on engrange là-dedans des milliards et des milliards d'informations qu'aucun outil dépourvu d'intelligence artificielle n'est capable de traiter correctement. Et bien évidemment, aucun être humain derrière. Donc, si vous voulez effectivement être plus efficace, je dirais, en matière de sécurisation de votre patrimoine, il vous faut le triptyque prévention, protection, détection, réaction, puis après, reconstruction, on va dire, si ça se passe mal, mais au moins que ces systèmes de détection, aujourd'hui, puissent bénéficier des meilleures technologies dont l'intelligence artificielle fait partie. D'accord, très bien. Alors, dites-moi, M. Berthier, vous avez... Non. Comment? Non, je croyais que vous aviez commencé une phrase, c'est pour ça. Du coup, on a peut-être une dernière question justement sur cette partie rapidement, avant de passer justement plus spécifiquement à la cybersécurité et revenir sur cette question, je pense, qui est vraiment intéressante, de la surveillance de masse, comme avait pu évoquer M. Snowden, des choses comme ça. La dernière question, alors pour le coup, on ressort un petit peu du domaine de l'IA pour parler justement des câbles sous-marins, par lesquels justement l'immense majorité des données informatiques. Est-ce que le fait que ces câbles sous-marins, qui de base étaient produits par Numerical Submarines, qui était du coup français, est-ce que le fait que ça a été racheté et que ce soit passé sous pavillon américain, est-ce qu'il y a eu une réaction
des autorités françaises qui se sont dit laisser, entre guillemets, ce qui pourrait peut-être représenter, là c'est à vous de me le dire, une mine d'or, c'est-à-dire l'accès à la fabrication et l'accès direct même à ces câbles sous-marins qui étaient produits auparavant par une entreprise française. Est-ce qu'il y a une réaction des entreprises françaises pour se dire on ne peut pas laisser passer ça sous pavillon étranger? Et est-ce que justement il y avait quelque chose à faire ou pas du tout? Monsieur allez, Bouillet. Monsieur Berthier répond. Ah, Monsieur Berthier. Je ne suis pas sûr. Alors, les câbles sous-marins, ce sont des actifs stratégiques, on est d'accord. La Marine nationale surveille les endroits où ils sont déployés. Après, toutes les marines mondiales surveillent, c'est-à-dire que les Américains font attention que quand un sous-marin russe s'approche un petit peu trop d'un câble, ça pose problème. Après, sur la construction même, sur les productions de câbles, je ne suis pas sûr que ce soit c'est pas un actif à très haute densité technologique. C'est-à-dire que les Français savent produire des câbles. Après, qu'il y ait des rachats entre des boîtes de câbles, moi, ça ne me choque pas. Après, c'est sur le déploiement du câble lui-même, sur la vulnérabilité de câble. Il y a eu des attaques, il y a eu des cas d'écoute avec des dispositifs qui ont été mis sur des câbles, mais ça reste quand même à la marge. Et puis souvent, là, pour le coup, ce n'est pas la cybercriminalité, hein, c'est des opérations entre services de renseignement ou des opérations militaires, mais ça reste quand même extrêmement marginal. Voilà. Après, les câbles, ils sont déployés. On est d'accord, c'est stratégique. Un câble coupé entre les États-Unis et l'Europe, ça va avoir beaucoup de conséquences. On est aussi d'accord là-dessus. Bon, mais en général, ils sont surveillés. On peut aussi reconnecter. Voilà. Je ne pense pas que le rachat de cette société soit voilà, il y a d'autres rachats qui pourraient poser beaucoup plus de problèmes, notamment dans le domaine militaire, quoi. D'accord, très bien. Monsieur Bouillet, quelque chose à rajouter ou on passe à la seconde partie du coup? On peut passer à la seconde partie, je pense. On peut passer à la seconde partie, parfait. Du coup, vous avez évoqué tout à l'heure la surveillance, justement ce qu'avait fait Edward Snowden, etc., quand il a divulgué un certain nombre d'informations. Est-ce que justement tout ce qui est autour de l'utilisation des données, justement de l'absorption qui est faite des données, que ce soit par les firmes, enfin les grandes entreprises, on citait tout à l'heure les GAFAM, je pense évidemment à elles, que ce soit aussi potentiellement par les États, comme ça a été souligné par M. Snowden, ou comme a pu l'évoquer le président Trump, on a aussi évoqué, on a évoqué tout le monde ce soir, c'est bon. Sur les backdoors qui pourraient être présents sur les différents appareils de chez Huawei. Est-ce que les données des personnes sont protégées d'une part des entreprises qui les utilisent en général à but commercial, et est-ce qu'elles sont aussi protégées des États et des États ennemis? Est-ce que justement il y a une question de liberté fondamentale, de droit à la vie privée, de tous ces éléments-là? Est-ce que c'est respecté par les États, par les entreprises? Est-ce que le RGPD, en somme, si vous voulez synthétiser, est-ce que le RGPD européen fonctionne? Alors, je peux peut-être démarrer là-dessus. Effectivement, le RGPD a été une avancée indéniable qui a montré au moins sous cet angle législatif que l'Europe pouvait exister et pouvait en effet produire un règlement, même s'il est imparfait à mes yeux, au moins les 28 membres ont mis en place ce règlement en même temps. Ceci dit, il a quand même fallu presque 10 ans de travaux pour que ça aboutisse. Bon. Maintenant, moi je suis très partagé sur ces problématiques de donner un caractère personnel, si c'est ça la question, parce qu'on a un petit peu dévié là sur le RGPD dans la question. Bon, le RGPD, c'est un garde-fou. Voilà. Mais l'utilisateur lambda aujourd'hui, quand vous lui posez la question sur ses données privées, sa vie privée, tout le monde va vous répondre, enfin en tout cas une grande majorité va répondre oui, c'est très important que ma vie privée soit protégée, que
l'État ne puisse pas savoir ci, que telle ou telle administration ne puisse pas savoir ça, etc. Et puis, à longueur de journée, ce même utilisateur, il dit OK à toutes les questions qu'on lui pose quand il veut installer une application qui lui demande de partager son carnet d'adresses, sa géolocalisation et que sais-je encore. Parce qu'en fait, il est plus attiré par l'application le service qu'il va avoir avec l'application qu'il va installer que l'inconvénient que ça a, effectivement, de partager ces données. Donc, du coup, on est dans un paradoxe complètement... Enfin, c'est de la schizophrénie quasiment. Il y a un débat sur le Stop Covid en ce moment. Bon, cette application qui n'a pas encore vu le jour, qui, à mon avis, aura quelques difficultés à voir le jour. Moi, je suis convaincu, je n'ai pas exprimé mes opinions ici, mais je suis convaincu que ça ne servira à rien. N'empêche que si vous arrivez à convaincre les gens, alors ceux qui ont un smartphone, hein, déjà, il faut déjà avoir un smartphone, mais ceux qui ont un smartphone, si vous arrivez à les convaincre qu'en installant cette application qui va les suivre, grosso modo, et qui va... après, on peut se raconter des histoires, mais à un moment donné, quand la traçabilité est enregistrée, personne ne saura si, effectivement, votre cheminement aura été effectivement effacé comme ce sera écrit dans le contrat. Vous ne pouvez jamais savoir ce genre de choses. Donc, du coup, quand vous aurez le choix entre dire grâce à cette application, je vais peut-être éviter de me faire contaminer pour éloigner les mauvaises gens qui seront pollués. Mais du coup, la contrepartie, c'est que quelqu'un ou un organisme sache où je vais aller à longueur de journée. Je pense que le choix sera vite fait. Les gens vont choisir la santé avant la liberté. Donc, je crois que ces questions de données, de protection des données personnelles, c'est un débat qui est loin d'être clos, qui est loin d'être adressé par le RGPD. Vous avez aussi une contrepartie de règlements parfois un peu trop stricts. Je pense à la carte d'identité électronique. Si la carte d'identité électronique n'a pas vu le jour en France, c'est peut-être aussi parce qu'on a été un peu trop précautionneux sur nos libertés individuelles, parce que, effectivement, si la carte d'identité électronique sert à faire des achats sur Internet, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, vous pouvez être inquiet de savoir que quelqu'un, à un moment donné, sache ce que vous avez acheté, comme si on ne le savait pas déjà avec tous les systèmes de paiement en ligne. Du coup, cette question des données à caractère personnel, pour moi, c'est un débat qui est extrêmement vaste et qui est, encore une fois, complètement paradoxal et qui est complètement exacerbé. Enfin, quand vous regardez, vous allez 2 minutes sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou d'autres, mais voilà, quand vous voyez à peu près l'étalage que font les gens de leur vie, c'est absolument incroyable. Et encore une fois, vous interrogez ces mêmes gens et vous leur dites vos données, votre vie privée. Ah oui, moi je fais attention. Bon, donc du coup, là, on est dans le paradoxe total. Par contre, si on prend les données d'entreprise, et je dirais là, on est peut-être dans des choses un peu plus stratégiques, en tout cas pour les entreprises, c'est clair qu'aujourd'hui, protéger la donnée, ça devient un sport. Parce que de deux choses l'une, ou vous êtes totalement renfermé sur des questions de souveraineté, de protection, etc. Et vous êtes totalement ringardisé parce que vous ne profitez pas des outils entre guillemets modernes. Et si de l'autre côté vous êtes en mode open, c'est-à-dire j'utilise les solutions dont je parlais tout à l'heure qui sont malheureusement américaines, vous savez que votre donnée ne sera pas protégée. Vous prenez aujourd'hui des solutions comme Office 365 qui sont très utilisées dans les entreprises françaises et mondiales. Il n'y a pas pire que la messagerie d'entreprise pour véhiculer des données confidentielles.
et des données qui ne sont en général pas protégées. Parce que quand vous allez attacher une pièce jointe à un mail avec tous les secrets de la Terre que vous avez extraits d'une base de données extrêmement bien sécurisée, mais que vous avez l'autorisation d'accéder aux données et que ces données, vous allez les mettre en clair dans un mail, si ce mail vous le confiez à monsieur Microsoft, de deux choses l'une, ou vous êtes en capacité de chiffrer le mail et il y a des solutions qui font ça très bien, mais à ce moment-là, monsieur Microsoft, il vous dit « Désolé, je ne peux pas accéder à votre mail, donc je ne peux pas l'indexer, donc vous ne retrouverez plus votre mail dans quelques temps parce qu'il faudra vous occuper vous-même de le ranger, votre mail. Alors que pour les autres, je m'en occupe. Et si par ailleurs, vous faites confiance à Microsoft avec leur propre outil de chiffrement, c'est eux qui ont les clés, et vous savez très bien qu'à la fin, la donnée sera divulguée. Vous rajoutez une petite dose là-dedans de Cloud Act et de Patriot Act, où là, ce sont des États qui vont s'arroger le droit d'accéder à votre donnée. Et là, tout ça, en fait, pour dire que protéger aujourd'hui la donnée des entreprises, c'est un vrai enjeu. Et moi, je ne suis pas très tranquille parce que comme je disais en aparté tout à l'heure, si je milite dans un certain nombre de groupes de travail pour réfléchir à des offres plus sécurisées, plus de confiance, bref, plus souveraines, force est de constater qu'on n'a pas toutes les solutions entre les mains et qu'un Office 365 national ou souverain, ça n'existe pas aujourd'hui. Donc il y a en effet, et on parlait aussi des outils, vous parliez des outils de visio, des outils de visio, là pour le coup, il y a des solutions concurrentes souveraines, mais qui ne sont pas connues, ou qui souffrent éventuellement d'un problème d'image et de marketing. Donc c'est très compliqué finalement. Moi je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une situation vis-à-vis de la donnée extrêmement préoccupante. Et je terminerai pour toujours boucler, vous me direz c'est peut-être une obsession en ce moment, mais sur les données de santé, quand vous savez que Microsoft et Google ont été agréés hébergeurs de données de santé par l'État français, vous vous dites qu'il y a un petit souci. D'accord. Oui, c'est vrai que ça peut réellement poser question. Monsieur Berthier, vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet-là? Oui, je voulais juste dire que c'était ce qui vient d'être décrit là, par M. Bouillet. C'est vraiment un problème européen parce que si vous regardez les deux géants, les Américains sont pas concernés puisque c'est eux qui détiennent les infrastructures. Et les Chinois, qui étaient aussi concernés à un moment donné, ne le sont quasiment plus puisqu'ils se sont défaits de toute leur dépendance aux produits américains. C'est-à-dire partout où vous avez de la dépendance à des produits extérieurs, le rouleau compresseur chinois technologique a fait qu'ils ont développé leur propre outil de cloud, leur propre OS, etc. Voilà, leur noyau leur noyau d'opérateurs, etc. Ils ont redéveloppé, réinventé finalement la roue sur chacun des segments technologiques pour justement faire du produit 100% chinois. Que ce soit au niveau software ou au niveau hardware aussi, c'est-à-dire même des processeurs de haut niveau, des neuroprocesseurs, des processeurs utilisables pour le calcul haute performance. Il y a eu des embargos américains il y a 2-3 ans. L'embargo américain d'empêcher la vente de ces processeurs sensibles aux Chinois n'a fait que renforcer la Chine, puisque en un an, ils ont développé des processeurs aussi puissants que les processeurs américains, voire plus. Donc l'embargo a été contre-productif de la part des Américains. Ça a accéléré l'indépendance chinoise à développer ses propres technologies. Donc c'est un problème vraiment purement européen. On est en Europe effectivement coincé entre des technos américaines et des technos chinoises qui arrivent petit à petit, et l'affaire de la 5G est vraiment là. Et les attaques qu'on voit aujourd'hui en Europe sur les pylônes 5G sont aussi emblématiques du malaise qui existe. Un certain nombre de personnes en Grande-Bretagne ou même ailleurs en Europe pensent que la 5G et les pylônes 5G ont aussi un lien avec la crise, enfin la pandémie actuelle. Il y a plein de pylônes 5G qui sont en train de brûler depuis 15 jours. Bon, c'est une anecdote, mais ça montre la position inconfortable de l'Europe entre les deux grands pôles, la bipolarisation de la techno, chinoise d'un côté, américaine de l'autre.
Ça, c'est vrai pour la cybersécurité, c'est vrai pour les outils informatiques des entreprises, c'est vrai pour le cloud, c'est vrai pour l'IoT, c'est vrai pour l'intelligence artificielle, c'est vrai pour le quantique, c'est vrai pour la robotique. Il faut quand même être conscient de ça. Et au niveau européen, on a aussi nos propres failles parce qu'on a du mal à tenir un discours, à avoir une parole commune. C'est compliqué. Les pays membres, il y a des intérêts qui sont divergents. On a beaucoup de mal à se mettre d'accord sur des choses, des petites choses. Donc voilà, moi je fais partie des gens qui sont plutôt pessimistes à l'heure actuelle sur ce qui va se passer, sur une souveraineté. Je pense qu'il faudra raisonner en termes nationaux, c'est-à-dire repenser à du cloud souverain national. On a des grands acteurs qui peuvent être rapides et rapidement efficaces là-dessus. On a OVH, on a un certain nombre de boîtes qui sont efficaces. Si elles sont aidées, s'il y a une vraie volonté politique et industrielle derrière, à mon avis, c'est faisable. Après, l'Europe, c'est plus compliqué. Je pense que c'est compliqué. Et la crise ne va pas arranger les choses parce qu'on a vu les limites à l'intérieur de l'Europe de solidarité entre les pays. Ça n'a pas marché, quoi, clairement. D'accord, donc vous pensez du coup que la solution aux problèmes informatiques, enfin dans leur globalité, que ce soit dans le cyberespace ou comme on a pu dire hardware au niveau des applications, quoi que ce soit, passera plus par une solution nationale qu'une solution qui pourrait être européenne. De réinternalisation de la production et d'invention d'outils. Alors je ne dis pas qu'on va faire notre propre OS demain matin, mais voilà, il y a des outils open source, on va être obligé de toute façon les infrastructures, les data centers, on va être obligé de repenser à ça, parce qu'effectivement, c'est ce qui avait été dit au début de l'intervention de M. Bouillet, la crise sanitaire actuelle, on peut penser dans un autre contexte à d'autres types de crises qui seraient beaucoup plus numériques cette fois-ci, où on se fasse bloquer de tous les côtés. Le America First, effectivement, sur du numérique, ça peut poser des problèmes. D'accord. Ce que je pourrais peut-être dire pour compléter, c'est que si on fait l'analogie avec l'actualité et les masques, on a fermé une des usines françaises qui fabriquait des masques il y a 2 ou 3 ans, je crois. Bon, on s'en mord les doigts, évidemment. Bon, on a reboosté effectivement la production de masques nationales, mais ce qu'on est capable de produire aujourd'hui pour fournir la population est totalement dérisoire comparé aux charters entiers, aux avions entiers, aux cargos, pardon, pas des charters, aux cargos entiers de masques qu'on reçoit de Chine en ce moment. Bon, je pense que ça, c'est bon, ça doit être entré dans la tête des politiques, qu'il va falloir probablement rééquilibrer ce type de production, et ça vaut pour le gel, et ça vaut pour les respirateurs, et ça vaut pour un tas de choses. Et je ne suis pas en train de dire que la grande usine du monde, chinoise en l'occurrence, va fermer, mais en tout cas, je pense que cette crise va nous faire prendre conscience qu'à un moment donné, il faudra peut-être rapatrier un certain nombre de productions qui n'avaient déjà plus beaucoup d'intérêt à être produites aussi loin parce que les transports commençaient à coûter plus cher que ce qui était fabriqué. Et du coup, on va voir cet équilibre. Alors, je ne sais pas s'il va falloir un Covid-19 de l'informatique pour prendre cette conscience également au niveau du digital, au niveau du numérique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a une espèce d'état d'esprit on est tous un peu feignants finalement, hein, on va à la solution de facilité. Et les grandes entreprises, et les petites et les moyennes, quand elles veulent acheter une solution cloud, elles ne se posent pas la question, elles vont voir Monsieur Amazon, et Monsieur Amazon, il fait ça très bien. N'empêche qu'à côté de ça, il y a Monsieur OVH qui fait des choses très belles aussi. Il y a d'autres marques, évidemment, je n'ai pas d'acquaintance chez aucune d'entre elles, mais du coup, là aussi, je pense c'est à la fois sur une capacité à offrir des solutions, parce qu'il ne s'agit pas non plus de dire il faut rapatrier un certain nombre de services en France et en Europe et ne pas avoir
de services équivalents en termes d'efficacité, etc. Mais je pense qu'effectivement, il y a une industrie qui est vraiment en train de s'organiser là, autour de ces services digitaux, à la fois sur la partie cyber, mais sur la partie digitale tout court. Et peut-être qu'en effet, un certain équilibre va s'instaurer dans les années qui viennent, parce que l'analogie est trop facile. Encore une fois, vous coupez aujourd'hui les accès aux GAFAM, et là, vous mettez le monde entier par terre. D'accord, très bien. Peut-être justement, comme on évoque depuis le début, les circonstances l'obligent, le Covid-19 et cette crise justement sanitaire qui a nécessité les mesures de confinement qu'on connaît. Est-ce que justement, dans cette période qui est, comme on l'a dit, très particulière et qui du coup a nécessité le déploiement, et là ça va être à vous de me répondre, peut-être prématuré, du télétravail, que ce soit pour les entreprises, que ce soit aussi pour les institutions. On a vu que par exemple l'Assemblée nationale fait des auditions du chef d'état-major de l'armée, de toutes les personnes qui peuvent interroger en temps normal, qu'il y a même des procédures de vote électronique qui sont mises en place. Est-ce que, à l'heure actuelle, la France est-ce qu'elle était suffisamment prête pour mettre tous ces éléments cyber de télétravail, de télé-représentativité, ou je ne sais pas trop comment on peut appeler ça pour l'Assemblée nationale, mais est-ce que la France est suffisamment mature et est-ce que ces procédures-là sont suffisamment protégées, à votre sens toujours? Au César, on a fait la première semaine du confinement, on a fait un petit document qui doit être accessible sur notre site, qui s'appelle César Covid-19, risques et challenges. Et on a listé 8 items, pardon, c'est pas facile à dire, autour du télétravail. Effectivement, il y avait des entreprises qui étaient, on va dire, complètement aguerries à ce mode de travail-là, et pour lesquelles il s'est agi finalement d'élargir un petit peu le spectre. Mais pour elles, pour ces entreprises-là qui avaient déjà des salariés équipés de PC portables, des VPN en nombre suffisant, et bref, tout ce qui va bien pour faire du télétravail, je ne dis pas que la chose s'est faite sans douleur, mais enfin ça a été relativement simple. À l'autre bout de la chaîne, vous aviez des entreprises moins, comment dirais-je, attirées par le télétravail, peut-être par ringardisme, par problématique de management. Il y a beaucoup de managers qui aiment bien leurs salariés à leur vue pour être sûr qu'ils travaillent. Et des entreprises pour lesquelles ce n'était pas du tout la culture. J'ai eu un entretien avec un grand retailer, chez qui vous allez pousser votre chariot assez régulièrement. Il me disait que voilà, le télétravail, c'était même pas en rêve, quoi. Les gens venaient au bureau, point barre. Bon, ils ont déployé, je crois, 7000 télétravailleurs en une semaine, chose qu'ils n'auraient jamais rêvé faire en temps normal. Et en fait, ce télétravail, il pose plusieurs problèmes en matière de sécurité. D'abord, il pose le problème de l'utilisateur lui-même, qui est pour beaucoup des télétravailleurs débutants. Les télétravailleurs, quand on est organisé dans des entreprises avec du télétravail, on forme les gens au télétravail. On leur dit qu'il faut mettre leur PC en veille quand ils ne sont pas là, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a la femme de ménage, parce que je ne sais pas qui. Enfin, la femme de ménage, en ce moment, elle n'a pas le droit de venir. Mais bon, au moins la famille. Il faut que, effectivement, on puisse organiser. Prenez l'histoire des mises à jour des postes de travail. Quand vous mettez à jour les postes de travail, c'est déjà un vrai challenge dans les entreprises. Quand vous avez des milliers de postes de travail à mettre à jour toutes les nuits, c'est une vraie gageure. Mais quand vos postes de travail ne sont pas au bureau, ils sont répartis dans les domiciles et fermés, déconnectés du VPN la nuit, pour les mettre à jour, c'est moins facile. Donc vous avez des tonnes de sujets comme ça qui se sont... Prenez l'histoire du mot de passe, un truc tout bête.
mais votre mot de passe de connexion à votre environnement de travail, de bureau, expire pendant votre télétravail. Vous plantez lamentablement dans votre choix de nouveaux mots de passe et vous êtes bloqué pour toujours parce qu'il n'y aura pas un helpdesk qui va venir vous dépanner chez vous. Donc, tout ça, effectivement, ça a fait l'objet d'une compilation des mésaventures des RSSI dans les entreprises au début comment dirais-je, de la crise. Mais je trouve globalement, si vous voulez, que alors on met de côté là 2 minutes nos questions de souveraineté parce qu'encore une fois les VPN sont beaucoup américains et que les outils de visio sont aussi encore beaucoup américains. Mettons ça de côté. Je trouve que globalement le télétravail fonctionne et à la limite je trouve qu'il fonctionne même trop bien parce que peut-être que les employeurs vont s'y habituer et vont se dire bah, finalement les salariés qui travaillent de chez eux, en masse comme ça me coûte quand même moins cher que les mètres carrés de bureau que je loue à la Défense. Et pourquoi finalement je ne réduirais pas drastiquement le nombre de mètres carrés de bureau pour faire travailler davantage et plus souvent, enfin pas tout le temps, mais plus souvent les gens de chez eux. Bref, le flex office à outrance. Et je pense que cette crise, au-delà des sujets cyber, on va avoir, à mon avis, de vraies réflexions sur le monde du travail, et justement ce travail à distance, qui va, sans faire beaucoup de plans sur la comète, va exploser, à mon avis, et va se développer à grands pas, et qui, du coup, va reposer des questions de cybersécurité, parce que quand vous êtes à la maison, quand vous êtes au bureau, pardon, il y a déjà un truc que vous avez passé quand vous rentrez dans votre bureau, c'est que vous avez passé un sas de sécurité physique avec un gars qui vous demande votre badge avec la photo à l'entrée. Ça, vous n'avez pas ça chez vous. Ça veut dire qu'il faut démultiplier les outils de sécurité parce que, par définition, on ne sait pas au domicile qui, effectivement, est derrière le PC que l'entreprise vous a confié. D'accord. Monsieur Berthier, vous avez quelque chose à rajouter ? Pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a eu depuis 5 semaines une élévation importante du taux d'attaque et de tentatives de fraude, et je crois que c'est plus de 200% sur les attaques par phishing pendant le confinement. C'est quand même important aussi, et les entreprises françaises de cybersécurité en ce moment, elles ne chôment pas, elles sont vraiment très actives aussi pour aider justement les boîtes qui travaillent en télétravail, pour pallier à ce nouveau type d'attaque. Aujourd'hui, hier, c'est encore le CNED et puis la BPI qui ont été attaqués. Je veux dire, la période aussi est très propice aux attaques. Il y a eu je ne sais combien d'hôpitaux qui ont été attaqués. On peut dire, voilà, les hackers au grand cœur, là, ce n'est pas le cas, hein. C'est du hacking opportuniste, et si on peut bloquer un hôpital en ce moment, et ben on va le faire, quoi. Donc il y a zéro scrupule, et si on peut profiter et faire du hacking opportuniste pendant la période, on va le faire. Voilà. C'était simplement pour dire la réalité un peu des attaques, du niveau d'agressivité numérique. Le confinement, les 5 semaines de télétravail ont encore exacerbé le phénomène. Il y a eu, semble-t-il, des noms de domaines qui ont été déposés avec le mot Covid-19, enfin, ou l'acronyme, se compte en dizaines de milliers dorénavant. Ouais. Et ces noms de domaines-là, alors il y en a quelques-uns qui sont légitimes, qui d'ailleurs ne sont pas sans poser problème, puisque maintenant tous les systèmes de défense boycott tout ce qui s'appelle Covid-19. Donc du coup, si vous avez un site légitime avec Covid-19 dedans, vous avez du mal à vous faire entendre. Mais tout ça pour dire que ces dizaines de milliers de noms de domaines qui ont été déposés, ce sont des attaquants qui ont en effet déposé ces noms de domaines pour fabriquer, parce que derrière un nom de domaine, il y a un site. Alors il n'y a pas des dizaines de milliers de sites encore, mais il y a des milliers de sites qui ont été développés, des sites évidemment frauduleux,
Et là, on y va. Hein. On vous envoie un mail pour acheter du gel hydroalcoolique et puis des masques à un prix défiant toute concurrence. Déjà, d'en acheter, c'est déjà un exploit. Donc, évidemment, les gens un peu crédules, ils vont cliquer à tour de bras. Et en effet, on voit une recrudescence de ces attaques. C'est assez phénoménal. Ces sites pour faire des dons aussi aux soignants. Oui. Un site qui récolte des dons pour les infirmières, pour les médecins, pour les hôpitaux. Et donc, là, évidemment, il y a des sonnettes d'alarme partout parce que, voilà, quoi. Il n'y a pas de petit profit et voilà, les attaquants font feu de tout bois là-dessus et il n'y a pas de trêve, quoi. Oui, il n'y a pas de... Très bien. J'ai une question d'ailleurs qui vient d'arriver, qui est intéressante. Par rapport justement au bug bounty, pour tout le monde, c'est le fait que des entreprises, des sites, etc. Proposent des récompenses pour les personnes qui trouvent justement des failles informatiques, des récompenses pour les personnes qui arrivent à trouver les failles dans les différents systèmes. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va avoir tendance à se développer, qui peut être étendu au-delà du domaine du domaine privé au domaine public? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette pratique-là? Est-ce que vous y voyez une réelle solution de cybersécurité dans l'incitation à cette technique-là ou... J'ai été pratiquant quand j'étais encore dans l'entreprise qui m'employait jusqu'à une période récente. En fait, l'intérêt du bug bounty, c'est que tout bon responsable sécurité organise ce qu'on appelle des tests d'intrusion sur son patrimoine, on va dire plutôt celui qui est exposé sur Internet. Donc les kyriels de services que vous exposez sur Internet, effectivement, vous avez tout intérêt à les tester, les pen tester, comme on dit vulgairement, pour vérifier qu'ils sont à la hauteur de sécurité attendue et que ce ne soit pas le hacker qui trouve la faille avant vous. Le problème, c'est qu'effectivement, le mode ces campagnes de tests d'intrusion sont très limitatives parce que, en général, vous signez un contrat avec une boîte, ils vous prennent 10 ou 15 000 euros. La campagne dure entre 4 et 5 jours en fonction de la taille du site. On vous fait un beau rapport avec des trucs intéressants ou pas. Et puis parce que vous êtes limité dans le temps, et puis en gros il y a deux gugus de la société de service que vous avez embauché qui ont titillé le site. Point barre. Le bug bounty, il va avoir pour avantage de faire exactement la même chose, sauf que vous allez démultiplier le nombre de gens qui vont titiller votre site. Alors qui sont des hackers gentils, qui sont bien évidemment, il faut faire ça avec des entreprises qui ont pignon sur rue et qui s'assurent de la probité des attaquants. Mais vous allez avoir effectivement sur votre site jusqu'à plusieurs centaines. Moi, j'en ai fait en public sur un site, j'ai eu plusieurs milliers d'attaquants, enfin comment dirais-je, de hackers qui se sont mis sur le dos du site. Et là, effectivement, on ne peut que trouver des choses. Même le site le plus sécurisé de la Terre. Moi, j'avais des sites que j'avais pen-testé une bonne douzaine de fois. On a trouvé des trucs absolument surprenants et ahurissants parce que vous avez 100, 1000 talents qui vont avoir évidemment des habitudes de tests différents et des cerveaux différents qui vont s'attaquer à votre système. Et moi, je trouve que c'est une très très bonne chose que d'avoir recours au bug bounty. La seule chose que je dirais, c'est que je déconseille absolument le bug bounty sur des sites qui sortent de l'usine de fabrication de l'informatique de votre entreprise, parce qu'il faut quand même mettre en pâture des sites qui ont déjà été largement éprouvés, parce que derrière tout ça, il y a des failles, il y a des primes, et évidemment, si vous mettez en pâture un site qui est pourri de failles, ça va finir par vous coûter cher. Voilà, donc il faut arrêter le massacre assez vite, sinon vous êtes ruiné. Mais je trouve que c'est une méthode, parmi d'autres, mais c'est un recours qui est particulièrement intéressant et qui d'ailleurs a le vent en poupe, on comprend pourquoi. Très bien. Monsieur Berthier ?
Oui, on peut dire aussi que donc en France, il y a quelques acteurs qui se sont lancés là-dedans. On n'est pas spécialement en Europe très en avance. On avait des boîtes assez extraordinaires il y a 7 ou 8 ans. Une boîte qui s'appelle Vupen. Il y a eu beaucoup d'affaires. C'était les champions du monde. C'est l'équivalent des champions du monde de détection de vulnérabilité. Et ils ont fini par partir aux États-Unis, par avoir de gros contrats avec la NSA et avec d'autres. Ils ont quitté Montpellier parce qu'ils avaient du mal à voilà, la législation européenne, française était compliquée et aujourd'hui ils ont créé donc Vupen et aux États-Unis à plein de contrats internationaux. Ce sont des Français à la base, hein, et ils sont installés complètement là-bas et ils ont créé Zerodium, qui est une plateforme de trading de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'au lieu de trader des matières premières, les matières premières tradées par Zerodium, ce sont des vulnérabilités. Ils achètent et ils revendent de la vulnérabilité. Vous êtes un groupe de hacking, vous avez trouvé une vulnérabilité, quelque part, un groupe coréen et vous trouvez une vulnérabilité sur un produit Microsoft, je prends un exemple totalement au hasard, ben vous allez contacter Zerodium, vous allez présenter la vulnérabilité, alors en sécurisant votre vulnérabilité pour pas tout dire. Et puis Zerodium, la plateforme, va faire un devis, finalement, va vous dire, ben voilà, nous, ça nous intéresse, on la rachète à tel prix, et ensuite, elle va la revendre, la remettre en vente pour l'éditeur, en général, avec une préférentielle pour l'éditeur, ou pour d'autres acteurs, si c'est une question de prix. Donc c'est du trading, exactement comme pour le cacao ou pour le bois, hein, comme une matière première. Alors ça, en France, en Europe, on ne sait pas faire. La RGPD, l'arrangement Wassenaar, on paie ces champions du monde. C'était vraiment les champions du monde. À chaque fois, pendant 4 ans, quand ils participaient à des concours internationaux, il y a des concours mondiaux, hein, c'est-à-dire qu'on met les meilleurs hackers dans une salle pendant 24 heures. On leur dit, voilà un objet, voilà un produit d'un éditeur. Vous avez 24 heures pour trouver une bulle là-dessus. Et vous gagnez 500 000 $, $1 million en fonction du degré de vulnérabilité que vous avez trouvé. Vupen gagnait tous les concours pendant 4 ans. Par rapport à tous les autres groupes mondiaux, c'était les meilleurs du monde. On les a perdus. D'accord. Oui. Il nous reste de belles pépites, hein, quand même, pour donner un peu d'espoir. Il y a Yes We Hack qui marche. Yokusha, bon, on peut les citer aussi. Bref, il y a quelques entreprises françaises qui tirent leur épingle du jeu dans ce domaine-là, et c'est tant mieux. D'accord, très bien. Vous me faites une transition pour le coup parfaite sur la prochaine question. Vous avez évoqué tout à l'heure justement le fait qu'on est dépendant de l'international et qu'il faudrait retrouver une souveraineté tout au moins française sur un certain nombre de domaines. Qu'est-ce qui nous manque ou qu'est-ce qui nous manquerait pour retrouver justement cette souveraineté? Parce que visiblement les talents on les a, après est-ce qu'on arrive à les conserver ou est-ce que justement ils partent à l'étranger? Est-ce qu'on manque de fonds, de formation peut-être comme vous l'avez dit, on manque de 200 000 ingénieurs au niveau européen. Est-ce que de quoi on manque pour avoir cette souveraineté concrètement? Au niveau cyberespace, peut-être Monsieur Berthier. Alors, au niveau des formations, on a quand même des formations qui sont pas mauvaises. Il y a des masters cybersécurité un peu partout. Après, est-ce qu'ils sont attractifs? Les meilleurs étudiants veulent faire de la cyber. Quand vous regardez dans les très grandes écoles d'ingénieurs françaises, vous regardez Polytechnique, vous regardez l'école centrale, je ne suis pas certain que la cybersécurité soit une discipline dans laquelle les meilleurs éléments ont envie de s'engager. Alors, il ne faut pas généraliser, bien entendu, mais voilà. Après, il y a l'attractivité des formations sur lesquelles il faut travailler. Il y a des déséquilibres aussi importants entre filles et garçons dans les formations cyber. Je crois que c'est moins de 10% de jeunes filles qui s'engagent dans ces formations-là. Donc il y a aussi un problème d'attractivité, mais les formations existent. Elles sont pas mal réparties sur le territoire. Vous avez des choses en Bretagne, vous avez des choses à Toulouse avec des nouvelles écoles qui se créent, comme à N21.
Vous avez des choses dans l'Est de la France, vous avez en région parisienne évidemment beaucoup de formations qui sont de qualité. Voilà. Alors évidemment, ces formations ne forment pas assez de monde. Après, il faut aussi que les gens aient envie, il faut que les étudiants viennent et aient envie de se diriger vers ce type de carrière. Donc je pense qu'il y a aussi un travail à faire voilà, pour rendre le travail sexy. Alors en ce moment, il y a des séries à la télé qui sont sympas. Si vous regardez Le Bureau des légendes, saison 5, il y a voilà, la cyber est quand même très, très mise en avant, l'intelligence artificielle, là, ce sont des bons outils finalement, qui sont des outils aussi pour attirer des jeunes dans ces métiers-là. Non, tout à fait. C'est vrai. Puis même, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'initiative récente récente, c'est bien relatif, mais de Xavier Niel, la création de l'école 42, qui a rencontré au moins au début une certaine popularité de par le personnage. Ça peut évoquer. Et au niveau des fonds, est-ce que l'Europe ou la France est prête à mettre l'argent nécessaire sur la table pour permettre et d'offrir les infrastructures, que ce soit au niveau de l'installation de la fibre sur tout le territoire? Le président Macron en avait fait, avait promis ça pendant la campagne législative présidentielle, d'avoir la fibre sur tout le territoire. Est-ce que c'est des éléments qui peuvent aussi favoriser l'implantation sur tout le territoire, peut-être la création de zones franches pour ces entreprises? Est-ce que vous pensez que l'État est prêt justement à mettre ce qui est nécessaire pour inciter ces entreprises-là à se développer? Alors, je peux peut-être, je vais peut-être être à côté de la question dans ma réponse, mais pas de souci. Il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que aujourd'hui, quand on regarde un petit peu le tissu si on se limite à la cybersécurité, donc aux solutions cyber françaises, finalement, on a quand même un beau patrimoine. Moi, je considère qu'il y a à peu près tout ce dont on a besoin, enfin, modulo évidemment quelques détails, mais quel que soit le pan des sujets cybersécurité que vous prenez, les besoins que vous prenez pour une entreprise, grosso modo, vous avez sur étagère à peu près tout ce qu'il faut en France. Vous avez en plus de ça un tissu de start-up que je trouve, alors ça n'a rien à voir, je suis allé en Israël récemment et je suis allé à Beersheba, évidemment, je suis tombé de mon siège quand j'ai vu ce qui s'y passait là-bas, mais en même temps, on n'a pas à rougir, on a quelque chose comme mon dernier radar que j'ai vu, il y avait 150 entrées de start-up autour de la cyber. Donc tout ça, c'est très encourageant. Qu'est-ce qui manque pour répondre à votre question? Ben, il manque des carnets de commandes. Et il manque effectivement des volontés politiques. Et on est très fort en Europe et en France pour se mettre des boulets aux pieds. Et un des boulets, pardon s'il y a les aficionados de la chose, mais un des boulets, c'est quand même le Code des marchés publics. Et en fait, on a tout un tas de réglementations en France qui, je suis désolé, favorisent l'achat de solutions étrangères parce que c'est plus gros, parce que l'assise financière est là, parce que le 24/7, le follow the sun et tout, j'en passe et des meilleurs, de tous ces critères effectivement que mettent en avant les grandes entreprises pour lesquelles beaucoup de moyennes entreprises de fournisseurs de solutions cyber en France ne sont pas capables d'offrir. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin effectivement? Moi, je n'ai pas arrêté de préconiser et je continue de le faire, de dire que finalement, la sécurité, ça devait être agile. Or, quand on se lance dans des projets de sécurité, et j'en ai mené quelques-uns dans ma vie, c'est des projets qui sont trop longs, ça dure trop longtemps, c'est trop compliqué. Et puis quand vous avez fini d'installer votre super produit de gestion des accès et des identités, pour ne pas citer les plus longs, faut tout recommencer parce que la technologie a changé, parce que les problématiques sont plus les mêmes, parce que les réglementations a évolué, etc. Et donc on n'est pas assez agile, je trouve, en matière de sécurité. Et du coup,
je trouve, enfin, moi, je considère qu'à un moment donné, il faudrait presque faire de la sécurité jetable. C'est-à-dire, vous avez un problème aujourd'hui qui ne sera pas le problème de demain. Mais vous avez votre problème aujourd'hui. Moi, je considère qu'aujourd'hui, les grandes solutions de ce monde couvrent à peu près 70% des problèmes des entreprises. Donc, de deux choses l'une, les 30% qui restent, soit vous êtes croyant et vous achetez des cierges, soit, effectivement, vous allez voir des startups qui vont peut-être vous résoudre 25% des 30% qui restent, avec une assise financière proche de zéro, avec un follow the sun qui ne sera pas là, avec un support qui sera probablement défaillant, mais au moins, vous aurez adressé votre problème pendant le temps que la solution existera. Et puis, si la société disparaît, se fait racheter, etc., au moins, vous en aurez profité pendant le temps de sa durée de vie et vous aurez fait une bonne action pour faire marcher le marché des startups. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une espèce de mindset mélangé de problématiques de boulets dont je parlais tout à l'heure, de réglementation à mes yeux beaucoup trop importantes, qui sont des freins aujourd'hui au développement de l'industrie cyber. Enfin, on parlait d'Exatrust avec M. Berthier en amont de cette réunion. Voilà, vous regardez chez Exatrust, il y a à peu près tout ce qu'il faut aujourd'hui pour sécuriser un patrimoine informationnel d'une entreprise. Très bien. M. Berthier, quelque chose à rajouter là-dessus? Non, rien à rajouter. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les startups, en plus, ont une agilité native qui a un time to market qui est quand même réduit. Et voilà, celles qui offrent des solutions viables, ah oui, il faut les aider, il faut les faire. Il faut ensuite qu'elles puissent commercialiser. Il faut que tout le monde joue le jeu. Et c'est surtout ça, quoi. L'aide, les levées de fonds, les choses comme ça, en général, il y a l'infrastructure pour faire ça, les subventions. Après, c'est la partie commerciale qu'il faut améliorer. Les marchés, d'une manière générale, le marché de cybersécurité, les produits de cybersécurité, voilà, c'est très concurrentiel. Il y a la confiance qui joue aussi un rôle. Certaines boîtes vont avoir confiance en des solutions qui viennent de grands groupes, donc, et en particulier des groupes américains. Voilà. Dans des grands groupes, on va choisir la solution qui vient d'IBM ou de Splunk parce qu'on sait que voilà, on a plus confiance dans ces solutions-là. Voilà, donc, je pense que là, il y a du travail aussi à faire là-dessus. Mais il y a une boutade qui court qui dit que quand une start-up américaine lève des fonds, elle embauche 3 commerciaux. Quand une start-up française lève des fonds, elle embauche 3 ingénieurs. Cherchez l'erreur. Exactement. Ouais, je la retiendrai pour le coup. Du coup, on va peut-être pas vous retenir plus longtemps. Peut-être si vous avez chacun un mot de conclusion, peut-être justement sur le cyberespace, peut-être quelque chose à dire qui ferait prendre conscience ou qui est votre leitmotiv, on va dire, dans le cyberespace ou dans la cyberdéfense. Je vous laisse, Monsieur Berthier, Monsieur Bouillet, qui veut commencer? Comme vous voulez, moi j'ai juste. J'ai pas de compte préfabriqué, mais je m'adresse juste aux gens qui ont regardé ou qui ont fait l'effort de nous écouter pendant quelques temps, là. Notamment s'il y a des étudiants, des jeunes. Il faut savoir que le marché cyber, enfin les postes, les carrières dans la cybersécurité, il n'y a pas que des carrières techniques, il y a aussi des carrières juridiques, il y a aussi des carrières, on a besoin de beaucoup de monde, beaucoup de bras en cybersécurité, il y a plein d'institutions qui recrutent, civiles comme militaires. Il y a les réserves aussi, les dispositifs de réserve citoyenne cyber qui sont très intéressants. La réserve opérationnelle cyber qui s'adresse notamment à des jeunes et essentiellement à des jeunes qui ont une formation en cyber. Donc ça reste ouvert et moi j'engage les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par le domaine à s'orienter, à se rapprocher de ces structures-là. Il y a des gros besoins et il est possible aussi de servir dans ces segments-là. Voilà. D'accord, très bien. Monsieur Bouillet, quelque chose à rajouter?
Mais écoutez, si c'est le quart d'heure recrutement, je vais remettre, je vais en remettre une couche. J'étais ce matin dans une réunion avec l'ANSSI où on débattait sur les sujets de formation cyber. Alors à la fois les formations initiales, mais aussi les reconversions. Il y a énormément de gens qui se reconvertissent aujourd'hui dans le cyber. Et quelqu'un disait, ah oui, mais il faut qu'on explique aux gens, en gros, c'est quoi le métier d'après? Parce que c'est chiant, et j'ai entendu ce mot-là, c'est chiant le cyber. Alors, du coup, évidemment, je suis monté sur la table pour expliquer que non, c'était pas chiant. C'est un métier passionnant. Vous êtes le matin. Moi, je vous donne mon emploi du temps, mais je pouvais le lundi matin plancher devant le COMEX pour expliquer comment la stratégie de l'entreprise allait pouvoir on allait pouvoir aligner la stratégie cyber. Voilà, donc vous êtes vraiment dans les sphères les plus hautes de l'entreprise. Le midi, vous déjeunez avec le DSI et là, vous allez parler effectivement des problématiques, des grands projets informatiques de l'entreprise et comment vous allez finalement intégrer cette sécurité dans les projets. Puis l'après-midi, vous allez faire un tour, voir les informaticiens qui vont sécuriser les infrastructures avec toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans l'installation des outils dont je parlais tout à l'heure. Et puis le soir, vous avez un dîner avec des fournisseurs qui vont vous expliquer leur roadmap et leur stratégie cyber. C'est passionnant parce que vous faites dans une même journée 4 métiers différents, 4 ou 5 métiers différents. Je ne parle même pas de sujets, on a parlé de réglementation, de juridique. Il faut être, pour ceux qui sont versés dans ces sujets-là, il y a un espace aussi sur ces sujets réglementaires parce que dans beaucoup d'entreprises, la réglementation prend le pas finalement presque sur la technique. Bref, je vous invite à parcourir. Sur notre site, on a publié un papier sur le directeur cybersécurité. Alors là, on est dans le Saint Graal et dans le haut du panier, je dirais, de la profession. Mais regardez un petit peu ce que fait un directeur cybersécurité, ce qu'on demande effectivement comme compétences. Et je pense que ça peut ouvrir des horizons. Et moi, j'ai fait de la sécurité pendant, j'arrondis à 30 ans. Et je me suis jamais ennuyé une seule seconde. Et j'ai jamais eu l'impression d'un jour à l'autre et d'un mois à l'autre et d'une année à l'autre de faire le même métier. D'accord, très bien. Écoutez, excellente conclusion. En tout cas, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation et d'être intervenus. Du coup, par rapport à ce que vous avez dit, on va remettre tous les liens utiles, que ce soit, si vous le souhaitez, vos réseaux sociaux, que ce soit les liens justement du Club des Experts, dont vous êtes le délégué général, et de tous ces éléments-là, des différents blogs auxquels vous appartenez, Monsieur Berthier, pour que tout le monde puisse aller jeter un œil et se rendre compte aussi de qu'est-ce que c'est que le cyber et quels sont justement, comme vous l'avez dit, les carrières en lien avec le cyber. En tout cas, voilà, merci à vous, merci à toutes les personnes qui nous ont regardés, et puis au plaisir de vous revoir pour une prochaine conférence, à une prochaine occasion. Live cette fois. Merci à vous. Oui, de vive voix. Au revoir. Au revoir.